Donc effectivement, on coupera le micro juste avant de commencer pour qu'effectivement tout se focalise sur nos intervenants. Et les questions seront à poser effectivement dans le chat. Et dans le chat, on a mis aussi effectivement... Bonjour Bernard, je vois ton petit mot. On a mis dans le chat, c'est le premier lien en fait. Vous verrez dans le premier lien, c'est le lien qu'on voit aussi sur ce transparent. Vous pouvez accéder au sondage. N'hésitez pas à nous dire ce que l'industrie 4.0 évoque pour vous. Je vais l'écrire dans le chat. Voilà, bonjour à tous. Oui, Evelyne, je pense que ce serait pas mal de copier-coller le lien du Menti dans le chat. Oui, oui, je l'ai copié tout en haut, mais je peux le Ah, recopier. Je l'ai copié en haut, mais je vais le recopier parce qu'effectivement... les gens ne peuvent pas cliquer dessus, en fait. Ah bon? Parce que je... Ariane, tu avais rien? Parce Oui, que mais c'est peut-être parce que je suis connectée depuis pas mal de temps. Je pense que quand on se connecte, on ne voit D'accord. Bah, je que ce vais... qui... Ouais. Vous pouvez, vous pouvez essayer de vous connecter. Bonjour à tous. Donc, on arrive à 22. Bonjour Maxime. Bonjour Michel. Ça serait vraiment intéressant de savoir quelle est la proportion de personnes vivant en Allemagne, en France. Ça serait vraiment intéressant. Je vais J'ai pas faire un encore fait. deuxième Menti, je pense, un deuxième sondage. Oui, d'où venez-vous? Oui, tout à fait. Là, il est midi. D'accord. Donc, on voulait laisser le sondage 5 minutes avant que je présente rapidement un termine. Donc, merci beaucoup en tout cas de vous connecter. Donc, vous trouverez le lien pour le sondage en fait dans le chat. N'hésitez pas, ni en Allemagne ni en France. Ah, on a même des gens qui sont, alors peut-être en Hollande du coup, En Belgique, en Belgique. bonjour. Bonjour Jean. Moi, C'est aujourd'hui on a Singapour. Il y a 32 participants. Donc n'hésitez pas si vous avez des problèmes à utiliser le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à faire vos commentaires. Les questions seront compilées à la fin, en fait, par Boris, et elles seront soumises à nos 4 intervenants. Voilà. Et donc, effectivement, le sondage, vous pouvez vous connecter avec le lien que j'ai mis dans le chat et que l'on retrouve en haut de ma slide.
Bonjour à tous. Je vois Jacques. J'ai l'impression que c'est mis effectivement par ordre alphabétique. Donc, bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Sylvain. Et vous êtes sur la France? Oui, je suis sur la France. Je suis en Alsace, D'accord, Intermine Alsace. d'accord. Et c'était l'intérêt de faire effectivement des regards croisés et de partager un petit peu ce thème qui n'est et qui si le terme est effectivement né de l'Allemagne, on voit que ça s'est propagé. Ce qui est intéressant, l'idée de ce petit sondage, c'est d'un petit peu de voir voilà, ce que ça évoque pour vous, l'industrie 4.0. Donc, il reste encore 2 minutes pour répondre, mettre 3 mots sur ce que ça évoque pour vous. Et après, je pense qu'on aura effectivement tous nos participants. On est à 38. On a quelqu'un. Oui, j'allais dire, on a quelqu'un qui. Moscou. Oui, bonjour Maurice. C'est Moscou sur le Rhin. Ouais. Oui, j'ai failli. Heureusement que j'ai regardé effectivement ton prénom. En direct de Moscou. Donc, de toute façon, pour le sondage, vous pouvez continuer à l'écrire, à écrire. Il y a le lien effectivement dans le chat. Je vais. Recopier encore. Oui, je peux te le Sinon, je vais recopier. le mettre. Ouais. Ah, merci Boris. Voilà. Donc, avant effectivement de donner la main à Laurent, qui va aujourd'hui être notre médiateur, notre animateur, je voulais rapidement vous dire qui est derrière effectivement ce webinaire qu'on a organisé effectivement avec 4 intervenants. Donc, Laurent vous les présentera. Derrière, en fait, il y a effectivement Intermine Allemagne. Donc, vous voyez à gauche, notre bureau s'est agrandi au fil des années. On a des antennes un petit peu partout. Il nous manque un petit peu du côté de Berlin, de l'Est. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez envie d'être des antennes. Il y a effectivement Intermine Allemagne, mais ce que vous voyez aussi, pour faire des regards croisés effectivement avec la France et jusqu'au Benelux, puisqu'on a, grâce à Bernard, effectivement, pu envoyer nos invitations aux gens du Benelux. Donc voilà, je voulais remercier les groupes régionaux, Hauts-de-France, Benelux, Hollande, l'Alsace, la Lorraine, et les groupes, les clubs, plus précisément les clubs professionnels, mine digital, mine industrielle, project manager. Donc ça, c'est important et merci beaucoup d'avoir accepté de faire ces regards croisés. Voilà, je vais donner la main maintenant à Laurent. Est-ce qu'on regarde peut-être le résultat du sondage? Oui, attends, excuse-moi. Il faut que... Voilà. Voilà. Attendez, je vais vous le repartager.
Je ne sais pas si tu vois bien, Laurent, c'est bon? Oui, oui, c'est très visible et on voit qu'effectivement, il y a pas mal de mots qui ressortent, mais en particulier automatisation, data, données, innovation. D'accord, très bien, merci. Bon, déjà, bonjour à tous. Moi, je me présente déjà Laurent Charme. Donc, je suis mineur de Nancy, promo 94 et membre d'Intermin Allemagne. Et j'aurai le plaisir d'animer cette table ronde autour d'Industrie 4.0. Et ce qu'on peut voir dès le départ, c'est qu'Industrie 4.0, c'est un sujet qui est très large. Donc, on parle ni plus ni moins que d'une transformation, d'une révolution de l'industrie grâce aux technologies digitales. Donc, effectivement, on parle tout de suite de big data, d'automatisation, mais pas que de la technologie, puisqu'il s'agit d'une transformation qui a des impacts sociétals et légaux également assez forts. Et donc, on s'est dit que plutôt que de faire une présentation académique du sujet, avec énormément de slides, on allait avoir quelque chose de beaucoup plus interactif et inviter 4 mineurs en poste dans différentes parties du globe. On a des gens de Singapour, France, Allemagne, pour pouvoir échanger sur ce sujet, pour savoir un petit peu plus concrètement qu'est-ce que c'était que l'industrie 4.0. On va commencer avec Anthony. Bonjour Anthony. Oui, bonjour Anthony. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Qui travaille pour Schneider, donc basé à Singapour. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire, en quelques mots déjà pour commencer, qu'est-ce que signifie Industrie 4.0 pour Schneider? Alors attends, Ouais. je vais remettre moi la technique. Voilà. Est-ce que vous voyez le slide d'Anthony aussi? Parfait. Ouais, merci. Oui, donc je suis mineur de Paris, promo P03. Et je suis, après un parcours dans l'industrie qui a toujours été autour de l'amélioration continue et des projets de transformation industrielle, maintenant, depuis plus de 4 ans, au cœur de la transformation industrie 4.0 de Schneider Electric, que j'ai démarré en France et maintenant à partir de Singapour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour Schneider Electric? Et puis, je vous donnerai aussi des exemples concrets de solutions que l'on déploie au quotidien et le type de bénéfices que l'on essaie d'atteindre. D'abord, pour nous, en fait, on va regarder un bâtiment, on va regarder une usine dans la supply chain, parce que pour nous, c'est assez important. L'usine en elle-même, par rapport aux produits que l'on a, ne peut être performante que si elle est intégrée dans une supply chain pour être capable de livrer notre client. Mais au sein de l'usine, on va intégrer à la fois l'approche sur le bâtiment, la performance du bâtiment et le bâtiment connecté, avec la performance des process, des machines et des moyens et l'automatisation. Ensuite, on va vouloir connecter, comme je vous l'ai dit, l'ensemble des assets, des moyens, des process à des applications cloud dans lesquelles on va faire tourner des modèles qui vont nous permettre de faire de l'amélioration de ces process. On regarde aussi la vie d'un process, la vie d'un produit et comment, dès la phase de conception du process qui est lié au produit, on peut déjà intégrer certaines technologies. Et puis ensuite, les phases d'opération et de maintenance qui, elles, vont durer plusieurs années sur un process. Quelles sont les solutions dont vous avez besoin pour être performant? Et là, on va regarder le process, mais aussi les employés. On a des usines qui sont surtout des usines d'assemblage. Donc voilà, des assemblages automatisés, mais aussi beaucoup d'assemblage manuel. Et puis, pour finir, depuis maintenant quelques mois, on souhaite avoir une vision multisite de l'entreprise. Voilà, Schneider, c'est 200 usines et une centaine de centres de distribution. On essaie d'avoir une vision multisite de l'entreprise. On a démarré notre transformation déjà sur une centaine d'usines, un programme qu'on a démarré depuis 4 ans. Et on a une centaine d'usines aujourd'hui qui progressent en termes de transformation digitale à différents niveaux de maturité, on pourra en parler, qui sont intégrés dans des tours de contrôle industriels. Donc ça, c'est une des images que vous voyez en bas, c'est une tour de contrôle qu'on a à Singapour qui vous présente l'ensemble du flux logistique et comment l'usine se situe dans ce flux logistique. Et puis, on porte un accent assez fort sur le développement durable, si je peux le dire, les énergies renouvelables dans ces sites. Et là aussi, on vient connecter les sites pour être capable de capter sur site les consommations d'énergie, et de prendre le type d'action pour rendre les sites plus durables et réduire l'impact CO2 de ces sites. Donc voilà, c'est globalement l'approche que l'on a. Et puis je vais donner un dernier exemple.
je vous ai dit beaucoup de personnel dans nos usines, beaucoup de références de produits, comment on capitalise les connaissances et on utilise des solutions qui permettent d'apporter des informations augmentées sur les lignes de production pour des opérateurs de maintenance qui vont être capables d'avoir à travers des tablettes en surimpression sur les lignes de production des informations temps réel, mais aussi des procédures. Et puis, on vient aussi apporter par des systèmes de projection, mais qui sont couplés au système d'exécution, on vient apporter sur les postes de travail un guidage temps réel des procédures d'assemblage qui vous permettent finalement beaucoup plus rapidement de former vos opérateurs et puis de réduire les risques qualité. Voilà, je voulais vous donner 2 exemples assez concrets de ce que l'on peut faire dans l'industrie 4.0. Merci. Oui, effectivement, c'est une image très concrète. Donc, c'est essentiellement, on voit de la connectivité et puis réalité augmentée. On va voir avec Julien. Alors, Julien, bonjour. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Donc, oui, on t'entend très Très bien. bien. Tu travailles chez Saint-Gobain. Qu'est-ce que signifie l'industrie 4.0 et est-ce que c'est aussi, est-ce que tu partages en fait ce qu'Anthony vient de dire, donc plutôt connectivité, plutôt également formation des gens? Oui, clairement, on a un gros aspect de formation des gens. Peut-être pour me présenter d'abord, donc Julien Legrand, moi je suis promotion 2012 Mines de Paris. Je suis chez Saint-Gobain du coup depuis bientôt 2 ans. Je m'occupe en particulier du métier isolation, notamment laine de verre, laine de roche. C'est une quarantaine de sites chez Saint-Gobain à travers le monde. Et donc en charge du déploiement de différentes solutions Industrie 4.0. Et quand on parle de solutions Industrie 4.0, effectivement, il y a des aspects qui sont très technologiques et des aspects qui sont plus de formation, de montée en compétences. Donc nous, on le formalise en fait sous ce framework-là en 5 grands piliers. Effectivement, on a tout un pilier autour de tout ce qui est digitalisation, alors des applications pour notamment digitaliser des actions d'amélioration continue, typiquement des quick Kaizen, de la maintenance autonome, ainsi de suite. Des technologies aussi pour aider à la formation des gens. Donc là aussi, on a des programmes de réalité augmentée, notamment aux États-Unis, pour aider des opérateurs à être en shadow d'un opérateur plus expérimenté. Donc ça, c'est notre partie plus Empowered Employee que vous voyez à droite là sur ce framework. On a après des éléments qui sont plus de l'utilisation de la donnée. Donc là, la partie Smart Data, où ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est aider les usines à mieux utiliser leurs données, process, qualité, de manière à améliorer leur maîtrise du procédé. Par exemple, tout un travail de meilleure compréhension des facteurs qui vont influer la hauteur de ce qu'on appelle un loft, ce qui est le matelas intermédiaire, on va dire, de laine de verre après qu'il ait été soufflé. On a des aspects qui sont plus de l'automatisation, donc la partie Smart Automation que vous voyez là, où là, on va avoir des sujets de cobotique. On se pose des questions sur l'utilisation d'AGV dans les entrepôts, l'utilisation de drones aussi dans les entrepôts également pour faire de l'inventaire, de la surveillance d'entrepôts ou de bâtiments. Donc ça, c'est, on va dire, les 3 des premiers piliers. Après, on a tout un ensemble de sujets autour de l'infrastructure, la récupération des données. Je voyais tout à l'heure dans le nuage de mots MES qui était sorti. Effectivement, on a un déploiement de MES qui est en cours. Également un data historian. En fait, il y a énormément de différentes applications à déployer pour collecter la donnée, la structurer et être capable de l'utiliser après dans des projets typiquement de Smart Data. Et pour finir, la partie people, on a plus de formation, où là, on a notamment 2 gros programmes de formation qui visent d'une part les ingénieurs procédés, pour les aider notamment à utiliser davantage Python, mais être capable de faire en fait de l'analyse multivariable dans le cadre, par exemple, des projets Smart Data. Et un autre programme qui est plus autour de la montée en compétence des automaticiens sur des sujets plus d'informatique et être capable de construire en fait tous les nouveaux dashboards qu'on peut vouloir mettre en place, par exemple, en tant que livrable après un projet Smart Data. Le tout servant effectivement à améliorer nos performances industrielles, bien sûr. Une partie d'entre eux plus autour de la sustainability, notamment la mise en place d'énergie management system, qui nous permettra dans le temps de suivre nos réductions de consommation d'énergie. Il y a aussi un aspect de garder nos usines
on va dire, attractive, notamment pour des jeunes talents, que ce soit en population d'ingénieurs ou opérateurs, où finalement les opérateurs comme les ingénieurs ont l'habitude d'utiliser des solutions digitales dans leur vie de tous les jours et l'usine ne doit pas rester en retrait par rapport à ça. D'accord. Voilà Donc, pour on moi. voit encore une fois que le sujet est vraiment très, très large. Ouais. Tu as parlé de robotique tout à l'heure, donc c'était un petit peu plus appuyé, en tout cas dans ton cas. Et je propose qu'on passe à Jean-Philippe, qui également, je pense, traite pas mal de tous les aspects de robotique. Bonjour Jean-Philippe, donc toi tu travailles pour Dow Chemical en Allemagne. Bonjour, oui, donc Jean-Philippe Meyer, Dow Chemical en Allemagne, je suis directeur de site. Je fais ma thèse en matériaux en 99 au centre de mise en forme des matériaux à Sofia. Donc, ici à Wiesbaden, nous sommes un site de production avec des services R&D spécifiques et nous hébergeons ce qu'on appelle chez nous le centre d'opération digitale pour l'Europe. Donc, dans l'ensemble des aspects 4.0, en chimie, la partie robotique est particulièrement intéressante et importante parce qu'elle permet d'éviter à l'humain d'être mis en situation de danger, notamment pour des inspections de cuves, pour l'utilisation également de drones pour la surveillance de lignes. Et tout ça s'inscrit dans un programme que vous voyez sur le transparent, donc qui est bien entendu du big data avec plus de 130 sites de fabrication de différentes gammes de produits qui sont liés ou pas liés. Donc, d'intégrer toutes ces données. Pas mal d'utilisation également de réalité augmentée, pour la formation, notamment la formation des intervenants sur site par rapport à des règles de sécurité, donc des mises en situation. Des technologies qui se développent sur les matériaux de fabrication additive, en particulier pour les usines, pour de la pièce de rechange, de l'échange de données. Alors, tous ces aspects 4.0, on les déploie également vers des fonctions connexes. Donc, on commence à parler de digitalisation de la supply chain pour optimiser les flux, réduire les bilans carbone, puisqu'on a un impact logistique qui n'est pas négligeable. Un aspect très, très important qui est l'aspect cyber, toutes ces données partagées, mises en commun des fois avec nos clients et nos fournisseurs. Donc, des aspects de sécurité très importants. Et plutôt en amont, en développement, de la modélisation, de la simulation. Également dans la conception des usines, ce qu'on appelle le digital twin, c'est-à-dire d'avoir un modèle le plus proche possible de la réalité, à la fois des process et de la géométrie des usines, pour optimiser la conception à la fois des produits, mais également du hardware. D'accord. Très bien, merci Jean-Philippe. Donc également, on peut voir, on se rend compte également de l'étendue en fait de l'industrie 4.0. Enfin, nous avons Romain qui travaille chez Sanofi. Bonjour Romain. Bonjour à toutes et tous. Merci Laurent. Oui, Sanofi, alors plus précisément la branche vaccin qu'on appelle Sanofi Pasteur, c'est une des business units, entre autres. Moi, j'ai la responsabilité d'une fonction et d'un programme global de transformation de nos usines. Donc, au travers tout le réseau Sanofi Pasteur, mais en fort lien avec nos collègues du groupe. C'est un programme qui, après une phase d'incubation, a connu une phase de refocalisation. Et là, vous avez devant vous une planche qui résume un petit peu les priorités qu'on s'est données. On va retrouver des éléments qui ont déjà été un petit peu évoqués autour de l'augmentation, l'équipement qu'on donne à nos opérateurs sur ligne. Anthony a mentionné, rien qui fait la cuisine,
on va essayer de s'en accommoder. Une supply chain intégrée qui devient un élément déterminant et de compétitivité, et pour nous encore plus un élément de santé publique. Ici, on a des éléments. Excuse-moi, Romain, de t'interrompre. Est-ce que les participants pourraient couper leur micro, s'il vous plaît, parce qu'il y a des bruits dans le background, c'est assez perturbant. Merci d'avance. Je t'en prie. Non, je t'en prie. Et la joie du télétravail. Et pas mal de choses autour de nos usines, des connexions de nos usines qui sont extrêmement régulées. Voilà. Je finirai en disant que au-delà de la partie transformation, c'est un programme qu'on a voulu directement connecter à un plan d'engagement ferme de productivité, donc qui est à la fois un élément de transformation des métiers, etc., mais qui s'intègre dans une amélioration de la profitabilité de l'entreprise, et on ne s'en cache pas, et ça permet aussi d'être relativement transparent avec les équipes. Voilà, j'en ai terminé pour regagner un tout petit peu de temps. Je ne sais pas comment on est au niveau timing. Non, très bien. On est bien. Bah, c'est parfait. Alors, la question que j'avais, c'est que vous avez l'air d'être tous quand même côté business, et c'est un sujet qui est intimement lié à l'IT, quoi. C'est une transformation qui est très liée aux technologies digitales. Et la question que j'avais, c'est du coup, qui prend le lead, qui porte le sujet dans l'entreprise? Est-ce que c'est plutôt IT ou est-ce que c'est plutôt côté business? Est-ce qu'il y a un équilibre? Comment est-ce que ce sujet progresse dans l'entreprise? Alors, de notre côté, hein, c'est un sujet qui est clairement porté par l'organisation que nous, on appelle supply chain. Voilà, on a une seule organisation qui regroupe l'ensemble des sites industriels, la fonction achat, la fonction logistique aval. Et on a d'abord un programme de transformation digitale de cette supply chain. L'idée étant pour nous, alors effectivement, il y a des objectifs de performance, mais l'idée étant pour nous d'améliorer le service rendu aux clients, la qualité produit et autres. Et donc, on a surtout une organisation forte qui définit nos objectifs, les cas d'usage que l'on souhaite adresser, on définit les solutions que l'on souhaite mettre en œuvre dans la supply chain. Nous avons un rôle aussi d'identification des sites et des moyens industriels qui doivent être adressés en premier. Et à partir de là, tu mentionnais l'IT, on est capable de transposer cette roadmap avec l'IT qui va venir vraiment en support, d'abord parfois pour préparer les sites au déploiement, lorsqu'il y a des notions d'architecture, de moyens IT qui doivent être mis en place, ou pour nous aider dans la qualification des plateformes, la qualification des solutions, lorsque vous voulez faire de la collecte de données, lorsque certaines solutions doivent être revues en termes de cybersécurité. Là, l'IT va vraiment venir nous aider. Pourquoi ça reste aussi dans le business? Ça reste un programme où nous sommes le garant de la performance de ce programme et des résultats qui vont être obtenus. C'est-à-dire que c'est chaque directeur de site qui porte aussi son programme. Nous, dans les fonctions globales ou régionales, on vient les aider, on structure le programme, on fait un énorme travail de préqualification des solutions, mais le directeur de site reste garant de la transformation de son site et des résultats obtenus. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir le portage du programme côté business. Et du coup, j'imagine qu'au niveau budget, par exemple, si on parle d'un investissement derrière, ça facilite peut-être les choses aussi si c'est côté business. Alors, c'est côté business pour une grosse partie des investissements. Après, certains investissements, lorsqu'on parle de transformation et surtout quand on va venir toucher à la donnée, on verra ce que mes collègues vont en dire. Là, on a forcément besoin de faire des investissements qui vont couvrir plusieurs sites pour être capable de les rentabiliser, pour aussi pas réinventer plusieurs fois la même chose. Donc là, il y a des modèles de données à mettre en place. Parfois, il y a des compétences qui, là, ne sont pas du tout côté business. Donc, tous les investissements qu'on va avoir plutôt sur du hardware, sur des licences pour des solutions d'analytics, des licences sur des solutions de réalité augmentée dont je vous parlais, vont être portés par le site. Par contre, l'architecture, données et autres, là, les budgets vont plutôt être portés par l'IT, même si le business vient toujours prioriser. C'est-à-dire que chaque fonction aujourd'hui a besoin d'une transformation data. On ne peut pas tout faire la même année. Donc, le business doit aussi prioriser les investissements faits par l'IT pour conduire cette transformation.
J'ai une question, bonjour. Est-ce que ces projets sont intégrés dans un plan de transformation plus global? Et est-ce qu'il y a un business case qui drive tous ces investissements? Et si oui, quel est le retour sur investissement attendu? Moi, je peux peut-être Ah, pardon, Anthony, tu veux continuer sur Vas-y, si tu veux. Ouais, parce que dans mon intro, j'ai un peu mentionné, ça a été un changement de paradigme assez marqué, c'est-à-dire que par le passé, on justifiait les investissements digitaux et on regardait les bénéfices a posteriori. Et là, le board de Sanofi nous a dit non, mais c'est plus comme ça qu'on va fonctionner. Les investissements digitaux sont corrélés, sont conditionnés même à des engagements. Et donc, en termes de ROI, alors on a forcément cette trajectoire de transformation et on essaye d'être sur des périodes de retour sur investissement qui sont inférieures à 5 ans. Et sans cette condition, on s'engage sur des projets trop longs, et qui ont trop de risques, qui embarquent trop de risques technologiques, trop de risques organisationnels. Et quand je vous dis 5 ans, en fait, c'est vraiment la frontière. On est plutôt à demander 3 ans de retour sur investissement. Oui, parce que 5 ans, c'est assez long quand même. Hein. Ouais. Alors, on est sur des cycles industriels qui sont relativement longs, des projets qui mettent du temps à développer. Donc, les temps de cycle sont aussi liés aux industries. Mais on va dire que sinon, non, l'élément de référence, ça va être plutôt 3 ans. On va dire jusqu'à 5 ans, parce qu'il y a quand même des choses qu'on est obligé de mettre à niveau tout notre réseau industriel. Et donc, il y a des investissements de fonds qui forcément grèvent certains éléments de rentabilité. On va dire que le standard, ça va être 3 ans. Ouais, c'est intéressant parce que moi, je viens plutôt de l'industrie du logiciel et de la tech. Et donc, je rebondis un peu sur la question qu'il y a eu précédemment sur qui drive ces projets. Est-ce que c'est l'IT ou est-ce que c'est le business? Effectivement, moi, ce que j'ai observé, c'est que c'est quand même beaucoup plus le business que l'IT. Mais dans les projets purement IT, les retours sur investissement attendus aujourd'hui sont bien inférieurs à 3 ans, puisque le point de vue des décideurs, c'est de dire ce monde change tellement vite que faire des plans à 3 ou 5 ans, c'est totalement illusoire, et donc on attend des choses qui donnent tout de suite des résultats. D'où les méthodes de développement agile et tous les processus de projet qui permettent de se focaliser sur des retours sur investissement bien plus rapides. D'où ma question, parce que je sais que c'est quand même des investissements très lourds dans l'industrie. Hein. Et donc, est-ce qu'on attend des retours sur investissement ou des délais de payback plus courts que 3 ans? Ça m'étonne un peu dans l'industrie. Voilà. Chez nous, hein, globalement, on va aller entre 6 mois et 3 ans maximum. Ah, 6 mois quand même. 3 ans, c'est lorsque vous allez chercher à équiper un site complet pour faire une gestion du bâtiment complète et autres. Par contre, sur du logiciel, en fait, le logiciel, en 3 ans, il est plutôt obsolète. Oui, tout ça. Sauf lorsqu'on parle de MES ou de supervision. Mais par contre, quand on est sur les couches analyse, process, là, globalement, en fonction du produit, surtout que vous allez adresser, de la performance de base du process, on peut aller entre 6 mois et 1 an. Donc plutôt 3 ans. On va poser la question, on va continuer avec Jean-Philippe et Julien, qui porte le sujet, et puis la question corollaire, donc c'est quelle est la durée en fait, la durée de retour sur investissement que vous observez. C'est clair. Qui porte le sujet, du coup, en fait, chez Saint-Gobain, du coup, les technologies sont globalement plutôt poussées à la fois par les centres de recherche, l'IT et l'OT, les équipes d'automatisation. Mais après, c'est vrai que du coup, c'était beaucoup du techno-push, et ce qu'on s'est dit au niveau de la direction industrielle à Saint-Gobain, c'est qu'il fallait amener un peu de cohérence à tout ça auprès des sites, et c'est là où le business est vraiment rentré en jeu, c'est de dire, en fait, on va construire un catalogue de différentes solutions disponibles, que ce soit du coup de l'automatisation, des projets d'analyse de données, la mise en place de différentes applications digitales. Et on va aider les sites à construire leur propre feuille de route sur 3, 4, 5 ans et à financiariser ces différentes feuilles de route. Et donc, effectivement, ces feuilles de route, aujourd'hui, on attend des paybacks à moins de 2 ans au global. Même si on va avoir des projets qui en eux-mêmes ont des paybacks qui sont beaucoup plus longs, notamment quand on met en place un MES ou un data historian. En soi, c'est un enabler, c'est une infrastructure qui va permettre de faire, par exemple, des projets de smart data.
mais qui en soi n'aura pas vraiment de payback. Donc l'idée, c'est dans ces feuilles de route de trouver un équilibre entre différents projets. À l'inverse des projets Smart Data, l'analyse de données, à partir du moment où vous avez déjà accès aux données, ça ne vous prend pas beaucoup de temps et directement, ça crée de la valeur au niveau du site, conditions de percevoir les cadrés. Et donc, ça permet d'avoir comme ça au global, en fait, une feuille de route qui est à payback très intéressant. D'accord. Jean-Philippe, qu'en penses-tu? Oui, donc chez nous, on a un groupe global qui développe la technologie, donc le groupe DOC, Digital Operation Center, donc il met les technologies à la disposition soit des business units, soit des fonctions. Donc celui-là, il est sur des fonds corporate, et ensuite, chaque projet qui est proposé, soit une fonction, soit à une business unit, soit à une usine, est évalué en propre et rentre dans le portefeuille de l'ensemble des projets du site ou de la business unit. Alors, des exemples, par exemple, la fonction sécurité va travailler pas mal sur la robotique, sur la réalité augmentée, et celle-là, elle va être ensuite distribuée sur l'ensemble des sites, charge à chaque site d'en payer la mise en œuvre. Ensuite, pour les projets plus MES, échange de données, ce sont directement les business units qui prennent en charge sur l'ensemble de la chaîne et qui justifient ça dans leur business plan particulier. Avec des retours sur investissement, l'ordre de grandeur, c'est ce qu'on a évoqué, ça va en fonction de la taille et de l'obsolescence des projets, de 6 mois à 2 ans grand maximum. On reste sur les mêmes ordres de grandeur. Sauf une exception, si c'est vraiment des remises à niveau complètes de sites, avec notamment l'interfaçage. Là, c'est beaucoup plus gros. Là, on parle plutôt de 5 ans. Alors, est-ce que je peux poser une autre question ou je ne veux pas monopoliser la parole? Non, on va garder par contre un temps à la fin pour toutes les questions. Mais merci, c'est intéressant. On abordera toutes les questions, en fait, toutes les questions à la fin. On a réservé au moins un quart d'heure, je pense, pour les questions. Je voulais voir, Romain, avec toi également, c'est ce que tu observes, je vois ce que tu m'as mis dans le chat, à peu près 3 ans, c'est ça? Oui, non, mais juste pour rebondir, alors, j'ai mentionné un tout petit peu sur ce règle. Parce que là où je voudrais insister, c'est que le fait d'avoir changé d'approche comme ça, de dire on fait s'engager les sites, en fait, ça a forcé aussi à focaliser l'investissement digital sur les choses qui ont véritablement de la valeur. Hein. Sinon, on se fait facilement embarquer sur du techno-push, comme le disait Julien, ou des besoins utilisateurs qui sont finalement tout à fait questionnables. Donc, c'est une discipline de faire, on reviendra tout à l'heure sur les challenges, mais c'est une discipline un peu importante à laquelle on s'astreint, mais qui sans ça, nous fait plonger dans le digital comme seulement sur l'aspect innovation, très visible, un peu buzz, mais qui au réel ne délivre rien sur les lignes de production. Hein. Donc c'est une question cruciale. Le retour sur l'investissement, c'est clair. Donc, ce que je vois, c'est ça. C'est en fait, on a peut-être des projets un peu plus courts sur ce qui est risqué, peut-être avec des investissements moindres, et puis des cycles un peu plus longs où là, on voit qu'il y a moins de risques et on a une valeur ajoutée qui est plus certaine pour le business, si je résume bien. Tout à fait. D'accord. On va passer à une autre question qui est plus sur les challenges, parce que quels sont les challenges que vous observez, donc en dehors de mesurer le retour sur investissement, qui doit être, à mon avis, compliqué, mais quelles sont les autres questions clés, enfin les autres challenges clés plutôt que vous observez ou que vous rencontrez sur les projets Industrie 4.0? Un des premiers challenges, et voilà, lorsqu'on a un portefeuille de sites à adresser et que l'on voit que l'on a des vitesses de déploiement différentes entre les sites, parfois des profitabilités différentes aussi entre les sites, on trouve d'abord que ce sont les compétences disponibles sur site pour déployer ces solutions digitales qui varient.
Et ça a des effets à différents niveaux. D'abord, la compréhension de ce que l'on souhaite atteindre avec la solution. Parfois, on a des sites qui ont de la difficulté à comprendre vraiment l'objectif et on peut rester, comme le disait Romain, dans la découverte du digital et c'est sympa, mais ça n'apporte pas grand-chose. Donc, il faut aussi des gens qui soient compétents dans la connaissance du process industriel et le digital, ou alors savoir créer des équipes mixtes, mais aussi savoir travailler ensemble pour faire ces changements. Ensuite, ce que l'on voit, alors moins maintenant, c'est de moins en moins le cas, ça l'était il y a 3-4 ans, le support du management intermédiaire. En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entreprises démarrent, et nous aussi, par une forte volonté du leadership de l'organisation. On crée souvent une équipe avec des gens très volontaires, une forte connaissance du digital et qui ont une capacité d'aller vite. On sélectionne un site pilote avec une ligne pilote et on déploie. Et en fait, en faisant ça, on a chanté tout le management intermédiaire. On a apporté une première valeur sur un site, une ligne de production, et après se pose la question comment on passe à l'échelle. Et là, il faut un effort important, mais qu'il faut savoir reconnaître, cadrer et mettre en œuvre pour embarquer en fait l'ensemble du management intermédiaire, l'ensemble des décideurs qui, au final, doivent intégrer le digital dans leur prise de décision au quotidien, leur prise de décision en termes d'investissement et autres. Et on a ce risque d'aller très, très vite, mais ensuite se poser la question comment on passe à l'échelle. Il y a des problèmes techniques, il y a comme dans tout bon projet, mais la capacité du leadership à vraiment supporter. Et puis, un dernier élément, voilà, on a vu dans les présentations, c'est un domaine très large. C'est la capacité aussi de l'équipe qui porte le projet à avoir une vraie feuille de route et de stabiliser cette feuille de route. Ce sont des projets qui prennent du temps à être déployés. Un pilote, ça va très vite. Déployer à travers différentes lignes de production, différents sites, ça prend du temps. Et il y a un mouvement perpétuel autour de nous sur les technologies, vraiment, et qui commence à être aussi rapide dans l'industrie que ce qu'on a côté consumer. Et il faut, on va dire, savoir garder un peu la tête froide et parfois accepter de ne pas avoir la dernière technologie et d'avoir quelque chose de prouvé que l'on a testé, qui est déjà innovant pour nous et qui va apporter de la valeur pendant les 2-3 prochaines années. Et là, on voit parfois des organisations ou des équipes qui papillonnent en fait et qui font des sauts d'une technologie sur une autre, mais sans jamais vraiment passer à l'échelle. Et donc, en fait, l'impact sur l'entreprise, il est nul, si ce n'est le cash que l'on a cramé dans des pilotes. Donc voilà les quelques éléments qui sont parfois des risques, j'ai volontairement pas couvert la technique, mais la technique est là aussi, et surtout côté organisation et puis gestion de ce type de projet. C'est vraiment le cas également chez Saint-Gobain, cette partie de réussir à équilibrer entre exploration de nouveaux sujets, de nouvelles applications qui en fait foisonnent énormément sur le marché. Il suffit d'aller différentes fois ou start-up. Il y a énormément de solutions en fait qui existent, qui sont intéressantes. Mais en parallèle de ça, il faut aussi aider les usines à naviguer dans ce foisonnement de solutions et leur expliquer qu'est-ce qui a été testé, qu'est-ce qu'on sait qui marche dans nos conditions, dans nos conditions de production. Et c'est vrai que trouver un bon équilibre entre des programmes qui sont des solutions qui sont déployées centralement de manière un peu top-down, un peu imposées aux usines, versus en parallèle laisser certaines usines qui ont des besoins peut-être spécifiques commencer à aller explorer un sujet ou peut-être qui sont en avance de phase par rapport à d'autres, d'aller explorer des sujets qu'on pourra après éventuellement intégrer au catalogue des solutions qu'on cherche à déployer un peu partout. Ça, c'est un premier sujet, effectivement. Et je rebondis aussi sur le sujet de compréhension de la technique. Il y a effectivement beaucoup de nouveaux mots en fait, qui viennent avec l'industrie 4.0. Certains qui viennent de l'IT, certaines qui viennent de l'OT, d'autres qui sont juste des nouvelles technologies qui commencent à apparaître. Et donc, il y a énormément de travail de formation, de communication à faire auprès des sites pour aider les directeurs d'usine à se repérer dans, pas seulement les directeurs d'usine, mais les directeurs d'usine, le management intermédiaire, comme disait Anthony, à naviguer en fait tous ces nouveaux mots, ces nouveaux concepts et à amener de la cohérence par rapport à ça. Peut-être un dernier point pour moi qui est plus sur la coordination de l'organisation globale. On a des contributions sur le 4.0 qui viennent
de la R&D, de l'IT, de l'outil, de l'engineering, des choses qui viennent directement des sites, qui viennent aussi de business, hein, parce que moi je m'occupe en particulier d'isolation, mais Saint-Gobain c'est une constellation de différents business. Et donc il faut réussir à se coordonner de son centre pour amener des choses qui ont de la valeur pour les sites au final. Et ça reste un vrai challenge aujourd'hui. D'accord. Donc, un problème d'harmonisation également, je suppose. Oui, on va avoir des applications similaires qui sont développées dans deux business qui sont un peu plus séparés que les autres, on va dire, ou la R&D qui va explorer un nouveau capteur avec une nouvelle manière d'analyser de la donnée, mais qui en fait est peut-être déjà disponible sur le marché et que du coup une usine a déjà commencé à mettre en place. Enfin, il y a des besoins de beaucoup, en fait, mais aussi de communication. Hein, finalement, ça revient peut-être à ça aussi, de réussir à coordonner tout ce monde-là, parce que finalement, il y a beaucoup de contributeurs au 4.0 à travers l'organisation. Peut-être sur l'harmonisation, je peux enchaîner, parce qu'effectivement, le choix de mettre nos sites en réseau les uns avec les autres et de les faire fonctionner plus efficacement, ça nécessite forcément cette harmonisation. Donc, voilà, spécifiquement pour l'industrie pharmaceutique, mais j'imagine que dans d'autres industries, il y a quand même des éléments de régulation. Mais effectivement, les réglementations sont aussi des freins importants au changement, des freins objectifs ou finalement invoqués à tort. En tout cas, c'est une grosse difficulté que d'harmoniser entre différentes géographies. Deuxième élément que je voudrais souligner, c'est que à partir du moment où on parle de transformation, je crois que j'ai vu passer dans le chat une question autour de ça, et forcément qu'à un moment donné, on est dépendant d'une stratégie claire d'entreprise. Pour prendre un élément tout à fait simple, hein, tout à l'heure, voilà, que ce soit Anthony ou Julien, la notion de control tower qui ont été mentionnées. Avec control tower, ça marche d'autant mieux que l'allocation d'activités ou le design de la supply chain est clair, explicite et compris par tout le monde. Et donc ça, c'est à un moment donné dans la transformation, on est en but à manque de clarté ou pas sur ce sujet-là. Voilà. Et puis, je pense qu'effectivement, la dépendance à nos collègues des équipes digitales ou IT, elle est totale. Il n'y a pas de transformation sans capacité à l'exécuter. On a forcément besoin de ces équipes-là. Et malheureusement, en tout cas, c'est la réalité, elles fonctionnent à capacité limitée. Donc, voilà, d'où la priorisation par les gains et les éléments de productivité. D'accord, merci Romain. Jean-Philippe, un mot sur ce sujet? Oui, donc l'harmonisation, elle se retrouve chez nous au niveau notamment des systèmes de contrôle-commande. Le groupe Dow a grandi par acquisition. Et donc, on retrouve différentes plateformes logicielles dans la partie OT. Les investissements sont relativement lourds et durs dans le temps, notamment des grosses unités de transformation de produits unitaires. Et au fur et à mesure de l'évolution des technologies, on se retrouve avec une multitude de systèmes de contrôle-commande, d'acquisition de données, de capteurs différents, de captures de nature différentes. Et plus les usines deviennent petites, plus la variété est grande, et plus réintégrer l'ensemble est compliqué. Et je rejoins un peu ce que disait Anthony. Il est important de bien dimensionner les choses pour pouvoir les mettre en œuvre, que ça bénéficie à une application, plutôt que de chercher l'optimum absolu qu'on ne trouvera jamais et qui va mettre des années à se mettre en place et qui sera obsolète au moment où il sera mis en place, ou laisser faire tout le monde dans son petit coin et puis d'essayer d'harmoniser. Donc, c'est un challenge permanent. C'est ce qu'on a, quelles que soient les plateformes sur lesquelles on est. On a un challenge qui est d'adapter le niveau d'harmonisation vraiment aux besoins des projets et de couper les deux extrêmes de la courbe. Très bien, merci Jean-Philippe. Ariane, je reviens vers toi. Il nous reste un petit quart d'heure si on veut répondre aux questions. Boris.
notre correspondant. Pardon, je parlais dans le vide. Merci Laurent. Donc je vais partager mon... Pourquoi on ne peut pas partager mon écran? Sie können nicht starten. Waren. Ah oui, d'accord, il faut d'abord que tu abandonnes le partage, ok. C'est parfait, donc j'ai fait ça de manière artisanale avec un simple fichier Excel. Et vous m'entendez? Oui, très bien. Et donc j'ai séparé en 5 thèmes autour de l'humain, autour de la data, autour des process, de l'organisation de la stratégie, autour de la technologie, autour de l'économique. Je dirais qu'il n'y a pas eu de questions spécifiques sur l'humain. Il y a eu on a bien mentionné qu'il fallait avoir des gens très compétents dans le domaine digital. Rien sur le big data, autour de la smart data, l'analyse, comme question. Et Bon, les Boris, questions, oui. Boris, pardon, c'est intéressant le côté humain. Alors effectivement, on a tous une impétence, j'imagine, pour l'ingénierie, le manufacturing digital, mais à la fin de la journée, pour que ça prenne, il faut qu'au niveau des opérateurs, des équipes, Anthony ici a mentionné la partie encadrement intermédiaire, sans cet accompagnement au changement, il y a point de salut pour nos programmes respectifs. Hein. Je ne faisais pas un résumé de ce que vous avez dit. J'ai dit il n'y a pas eu de question particulière sur la partie humaine. Je suis aussi convaincu. J'ai aussi fait beaucoup de projets de transformation. Et donc, je suis absolument convaincu par ce qui a été dit. Non, peut-être les questions économiques. Donc, on a parlé pas mal des R sur I selon. Il y avait une question supplémentaire. Comment se matérialise? Je ne sais pas si c'est assez gros pour l'audience. Comment se matérialisent concrètement les gains de productivité d'un projet 4.0 et si on peut avoir un ordre de grandeur de la réduction que ça représente sur les postes de coût? Quelles sont vos expériences respectives? Si je me lance, mais il faut regarder les contextes aussi où on se trouve et le type de site que l'on a. Alors, vous prenez nos produits de toute façon, c'est le coût de nos produits, c'est 70 à 80% de pièces achetées et de matières, donc. Mais déjà, et le reste, voilà, on va avoir les coûts de fonctionnement du site et de l'assemblage. Mais je vais vous dire là où on priorise, nous, en fait. Le scrap et l'utilisation des matières, et on a des matières onéreuses. C'est-à-dire que nous, dans nos produits, on peut avoir en fait de l'argent, de l'électronique, du cuivre. Et donc, en fait, là, les actions qualité sont souvent très, très intéressantes pour nous, et on a des paybacks très courts. Mais on peut faire des gains de 10 à 20% en fait en mettant des process sous contrôle et en étant plutôt systématique. Après, il y a la productivité main-d'œuvre que tout le monde, je dirais, au quotidien depuis des années travaille. Et là où on va gagner, voilà, nos sites sont challengés sur 7% de productivité main-d'œuvre par an. Et aujourd'hui, le retour que l'on a plutôt des sites, c'est qu'on va avoir 2 points qui vont venir du digital. Mais voilà, ce n'est pas une solution. C'est-à-dire que c'est comment on a une réactivité plus forte dans l'atelier, comment est-ce qu'on forme beaucoup plus rapidement, comment est-ce qu'on a des processus, des workflows, des systèmes d'escalade, comment est-ce que l'on a des analyses de données beaucoup plus rapides. Donc là, pour avoir ces 2 points sur 7, voilà, c'est tout un ensemble de solutions à mettre en œuvre. Et puis peut-être un dernier point sur les consos énergétiques, on gagne globalement 10 à 12% de la consommation énergétique sur 3 ans avec les solutions qu'on met en œuvre. Et ça sur des cycles que l'on vient répéter tous les 3 ans. Et tous les points que tu as cités sont mesurés. Ouais. La main-d'œuvre, voilà, on arrive à la mesurer, ce qu'on met en entrée par rapport à ce qu'on met en sortie. Les taux de scrap, de la même manière, on les mesure puisqu'on voit les ressources que l'on consomme. Et les consos énergétiques, on les a dans les factures d'énergie des sites. Après, il y a des gains qualitatifs, il y a d'autres gains. Je ne vous parle pas de la robotique. La robotique, c'est souvent assez direct. Lorsqu'on met voilà, on a un centre de distribution près de Lyon, il y a 16 AGV. Bon, voilà, 16 AGV qui tournent en 3/8. Vous voyez le gain que l'on peut faire de manière systématique. J'ai une usine derrière moi en Indonésie. L'ensemble des ordres c'est une usine de 3000 personnes. L'ensemble des ordres de fabrication est à distribuer à la main tous les jours sur toutes les lignes de production. On a digitalisé, on a gagné 8 personnes. Voilà, parce qu'en fait, on a un système qui envoie directement de l'ERP à l'ensemble des lignes de production. Et donc, ça dépend forcément beaucoup de la maturité du site, de la matière que vous avez à adresser, du produit que vous avez à adresser. Mais on arrive à avoir des gains consistants. Après, je termine sur une chose, ça veut dire qu'il ne faut pas juste mesurer le déploiement de l'industrie 4.0. Il faut mesurer l'adoption de l'industrie 4.0 et aller jusqu'au bout.
Et donc là, il faut des profils particuliers. D'ailleurs, c'est un point. Il ne faut pas les mêmes profils pour définir vos solutions Industrie 4.0, innover, créer une architecture, que pour aller jusqu'au bout et créer des résultats. Et nous, souvent, en fait, on fait changer le portage de la solution, va changer en cours de projet pour passer sur un profil qui adore aller exécuter jusqu'au bout et s'assurer que ce soit adopté. Alors que le premier est plutôt quelqu'un qui innove, fait une percée, va pouvoir trouver la bonne solution. Alors, chez Saint-Gobain, alors on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Alors bien sûr, c'est des industries qui sont totalement différentes et des usines qui sont totalement différentes, mais sur le même type d'ordre de grandeur sur les consommations énergétiques, suivant l'ambition qui est visée. C'est-à-dire qu'est-ce que notamment on met en place plus ou moins de projets d'amélioration continue sur la base, par exemple, de la mise en place d'un energy management system dans le site. Et après, on a beaucoup de solutions qui vont adresser des problèmes de qualité, mais là, je n'ai pas de chiffres particuliers à communiquer. Ok. Ouais. Est-ce que vous voulez changer de sujet? Moi, je voulais intervenir moi, je suis en Alsace et il se trouve que le Grand Est, et au départ, c'était que Alsace, et après, avec le changement des régions, ça s'est étendu sur le Grand Est. Il y a une initiative pour accompagner les entreprises vers le 4.0. En fait, l'Alsace, 19% de sa richesse vient de l'industrie. Et ce qui a été noté, c'est que dans les années 2010, les entreprises étaient très en retard sur la digitalisation et étaient à risque, entre autres, avec la compétition, parce qu'on a la frontière avec l'Allemagne et le Luxembourg, Belgique, etc. Et en fait, la région accompagne 100 projets tous les ans, accompagner les entreprises. Et le driver de tout ça, c'était qu'on avait énormément de PME, PMI, voire grosses PMI, qui aujourd'hui avaient des différenciateurs technologiques assez forts, mais pas du tout connectés. Et le 4.0 n'était plus une option. C'était soit on s'adaptait, soit on disparaissait du business. Si aujourd'hui, un client n'est pas capable de voir ce que vous avez dans vos stocks et en combien de temps vous pouvez lui produire une quantité, vous disparaissez du marché. Donc, l'aspect ROI, c'est une chose, mais aussi ça peut être carrément pour ne pas sortir du marché. Et là, ça concerne moins des très grosses entreprises là, comme ça représente aujourd'hui, mais tout le tissu en fait industriel français. Et c'est un grand succès, donc ce projet est mené par le Grand Est. Je dirais que c'est vraiment juste, et même les grandes entreprises, je vous donnerai un exemple, et je crois que je l'avais donné à Laurent en préparation. On livre par exemple des clients qui sont dans la technologie, des clients qui sont dans le cloud et les analytics, les big data. Ils ne comprennent pas, lorsqu'ils viennent nous auditer, ils ne comprendraient pas si nous ne déployons pas les mêmes technologies. Donc en fait, on a des demandes vraiment exprimées clairement que nous devons avoir un plan de déploiement de telle technologie sur telle ligne de production pour sécuriser la qualité et la performance du produit que nous allons livrer à ces clients. Donc, je ne citerai pas, mais vous avez compris. Donc, en fait, même une grande entreprise est sous pression parce que ça devient un standard du marché pour une nouvelle typologie de clients qui nous demande de déployer ce type de produit. Alors, et forcément, nous, là, on est en train d'entrer dans une phase où on va adresser nos fournisseurs et on va leur demander d'avoir des capacités sur leur process qui soient maîtrisées avec de l'analyse de données temps réel. Parce que nous aussi, on ne va pas comprendre sinon s'ils ne sont pas capables de déployer ce type de techno. Certains, ils vont vraiment rapidement, d'autres le voient aujourd'hui comme une imposition. Mais je vous rejoins, c'est un des éléments clés pour rester compétitif. Oui, et comme tu le disais, Anthony, ce n'est pas que dans son entreprise, mais il y a toutes les interconnexions avec ses clients et ses fournisseurs. Donc, il y a une interconnexion donc, avec de l'EDI et autres. Maurice, il reste moins de 5 minutes. Je fais une transition avec la question numéro sur la ligne 20. Est-ce qu'avec ces gains sur la productivité, est-ce que ça s'inscrit dans un programme plus stratégique de relocalisation des activités dans les pays occidentaux ou européens? Qu'est-ce que vous voyez
Qu'est-ce que vous voyez de votre côté, les quatre Nous, intervenants? ouais, pardon, je peux démarrer, je ne sais pas qui voulait renchérir. Oui, alors déjà, c'est pour éviter qu'on ait besoin de délocaliser, hein. La pandémie, nous a montré, industrie pharmaceutique, la dépendance aux matières premières ou aux matières semi-finies, aux produits semi-finis fabriqués dans d'autres pays était vraiment un enjeu stratégique. Donc, on a évidemment une pression accrue pour automatiser et en tout cas rendre beaucoup plus compétitifs nos sites occidentaux. Donc, en revanche, est-ce qu'en termes de relocalisation, alors ça quitte ma business unit, mais voilà, chez Sanofi, on a des produits phares comme le Doliprane et on essaye de sécuriser encore plus ces fabrications-là. Peut-être un aspect qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est la compatibilité entre tout ce qui est digitalisation 4.0 et réglementation. On le voit notamment dans la chimie, qui est fortement réglementée. La réglementation a énormément de retard et bloque certains efforts, notamment les inspections par condition monitoring, les inspections par robot. En fait, dans certains pays européens, ne sont pas autorisées. L'inspection a des fois 10-15 ans de retard sur les technologies disponibles. Merci Jean-Philippe. C'est pareil, on est ankylosé par nos régulateurs qui sont trop peu nombreux à nous encourager vers la modernisation. J'ai pas compris, excusez-moi, vous pourriez expliquer l'exemple en quoi la régulation nous empêche d'avancer sur ces projets? Un exemple très simple, hein. L'inspection, alors je parle d'un exemple qui n'est pas un exemple allemand, qui est un exemple français. Mais aujourd'hui, les installations classées demandent des inspections régulières des capacités, notamment des appareils à pression ou des stockages de matières dangereuses. Le texte qui réglemente ces inspections date des années 50. Donc, il demande à ce qu'un humain pénètre dans la capacité, ce qui est quelque chose d'éminemment dangereux et d'éminemment coûteux parce qu'il faut vider les capacités. On a besoin de très grosses discussions avec les autorités, notamment les DREAL, pour dire que finalement, un robot et un humain au bout du robot peut faire pareil, ou de la caméra. C'est un exemple. Hein. D'autres exemples, c'est idem pour les canalisations avec des drones. Ouais, je comprends mieux, merci. Mais je voulais intervenir là sur le côté justement relocalisation, où en fait je pense qu'était délocalisé, c'est quand même assez dur de revenir en arrière. Par contre, ce qui est resté, aujourd'hui la main-d'œuvre est moins différenciateur, le coût de la main-d'œuvre, parce que dû à l'automatisation, et on a un gros avantage sur la France, c'est le coût énergétique. On a toujours un coût énergétique qui est très inférieur au niveau européen, mais même au niveau mondial, on est très compétitif via le central nucléaire, énergie nucléaire, ce qui fait qu'il y a un intérêt certain à laisser de la production en France. Je suis dans le domaine de l'IT, on a des data centers, et on est très compétitif par rapport au côté énergétique. Donc, il n'y a pas que… voilà. Par contre, au niveau régulation, c'est pareil. Moi, dans mon domaine, la régulation en retard, entre autres sur la disponibilité des données, où l'État peut venir demander, parce qu'on parle du Patriot Act aux États-Unis, mais en France aussi, on a des données où l'État peut demander à regarder. Et par exemple, l'Allemagne n'a pas cette contrainte. Et donc, sur certains clients européens ne viennent pas en France pour ces raisons-là. Nous allons devoir interrompre, malheureusement. La discussion est passionnante et je pense que ça vaudra le coup de refaire un point, de refaire une table ronde sur ce sujet-là. Il y a pas mal de choses qu'on n'a pas abordées, la sustainability par exemple, qui a été citée plusieurs fois. Voilà, on fera certainement une autre table ronde autour de ce sujet. Il y a un article qui paraîtra dans la revue des mines. Mais en attendant, je souhaite remercier vivement les 4 intervenants et tous les participants. J'espère que ça a été aussi intéressant pour vous que pour moi. Merci pour l'organisation, c'est très intéressant.
Oui, Merci à tous. merci Merci à Si vous tous. avez d'autres questions, Ouais. n'hésitez pas à nous écrire. On répondra avec plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci bien. Oui, je vais vous quitter parce que j'ai aussi une prochaine call à 15. Merci Ok. bien en tout cas. C'était Ok. vraiment très intéressant. On peut faire un débrief à l'occasion. Oui, Ouais. là tout de suite, je ne peux pas Non, malheureusement. non, pas tout de suite. Et Laurent non plus, mais merci beaucoup en tout cas. Non, c'était super. Je souscris, vous étiez très, très, très bien. Bon, merci, bon Merci. après-midi, bon week-end. Bon après-midi. Ok, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.